Salut Caroline. Salut Linda. C'est cool qu'on prenne ce temps. On en avait parlé depuis septembre, là. On en parle par rapport à cette grande cause nationale en 2025 sur la santé mentale. Et du coup, d'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé la première, dire, mais en fait, on les a pas entendus, quoi. Non, pas vraiment. Et toi, et je me suis dit, mais en fait, je t'ai jamais demandé, on parle de formation PSSM, et je t'ai jamais demandé, toi, pourquoi la santé mentale, pourquoi c'est un sujet qui te touche particulièrement. Euh, Alors ça me touche parce que en fait je trouve que c'est un sujet qu'on imagine à la marge et d'ailleurs ça me fait toujours rire quand c'est les causes nationales, enfin ça me fait rire, c'est une façon de parler. Quand c'est une grande cause nationale, ça veut dire que souvent on s'en est pas trop préoccupé avant. Et pour le coup c'est vraiment dommage parce que ce qui m'intéresse vraiment, moi, le message de fond que j'ai sur la santé mentale, c'est qu'on s'imagine que ça ne concerne que les gens qui ont des maladies psychiques, psychiatriques. Donc, pour forcer le trait, on va imaginer vraiment le vieux fou à l'asile psychiatrique. Alors que finalement, moi, ce que je constate, mais dans mon métier d'assistante sociale comme autour de moi, les collègues, les proches, voilà, les amis. Ce que je peux constater, c'est qu'en fait, c'est partout. On a tous une santé mentale et que il n'y a pas simplement le trouble, il y a aussi justement un aspect où on peut avoir une santé mentale en baisse sans forcément avoir un trouble. Et donc, je trouve que tous ces gens-là, c'est-à-dire tout le monde, on est forcément on n'est pas forcément accompagné sur ces sujets-là. On focalise beaucoup sur la santé physique, je trouve. Ouais, alors là, du coup, dans mon parcours de professionnel de santé, je suis tout à fait d'accord avec toi. On parle plus de la santé physique, dans le sens où on va parler, on va dire, bah tiens, j'ai tel souci, ou comment ça va. Tiens, la fameuse question du comment ça va. Euh, on va dire assez facilement si on a une jambe cassée ou si on a, je sais pas, un petit problème, un rhume par exemple, bah on va le dire. Par contre, si on va moins bien ou si, bah, par exemple, un trouble anxieux, euh, on va tout de suite le juger et c'est l'autostigmatisation. Je trouve que c'est le sujet le plus important, enfin un des sujets les plus importants, peut-être parce que je serais plus concernée par ce sujet-là, mais sur cette auto-stigmatisation de se dire, mais en fait, non, je vais pas évoquer ça, c'est pas grave, ou je vais pas, c'est beaucoup trop, les personnes vont pas me comprendre, ou c'est un peu trop important. Bah, par exemple, tiens, sur une prise de parole ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai des symptômes de palpitations, j'ai des symptômes de transpiration, bref, tout un tas de choses que des personnes qui ont des troubles anxieux peuvent comprendre. On va pas en parler dans le comment ça va. Et je trouve que cette question, c'est un formidable outil. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut complètement, où on peut complètement passer à côté en fait. Je sais pas toi comment est-ce que tu vis d'ailleurs cette question, ou si tu le ramènes à la santé mentale. Oui, alors de toute façon, le comment ça va, en fait, pour moi, il y a différentes choses. C'est qu'on ne prend pas forcément le temps. Et encore là, on demande comment ça va, mais souvent, on le voit quand on dit bonjour aux gens, c'est ça va bien. Donc, on donne finalement la réponse que nous, on attend. On n'est pas toujours prêt à recevoir quelqu'un qui va dire en fait, ça va pas du tout. Je suis vraiment pas bien en ce moment. Les gens, ils sont pas forcément prêts à recevoir et donc ça fait aussi que quand on est dans cette situation-là, on va pas forcément oser. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de ne pas oser dire que ça n'allait pas, parce qu'en fait, je sais que ça va gêner les gens en face. Parce que on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas à l'aise quand on voit quelqu'un pleurer, que quand quelqu'un nous dit que vraiment il y a des symptômes ou en tout cas qu'il raconte
ce qu'il peut vivre dans sa tête et son corps, et que en fait c'est des symptômes qui peuvent faire flipper la personne en face, eh bien là on voit que la discussion elle se stoppe, quoi, ça se bloque. Parce que tout de suite, les gens qui reçoivent ça, en fait, c'est de se dire je vais faire quoi après. Et alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais dans la formation Premier Secours en santé mentale, quand on aborde la question de la crise suicidaire, où on conseille de demander de façon directe s'il y a des idées suicidaires, une intention suicidaire, eh bien, les gens ils disent oui, mais attends, s'il a dit oui, on fait quoi? Donc en fait, c'est plus ça pour moi le sujet derrière le comment ça va, c'est qu'on n'est pas toujours prêt à recevoir le côté plutôt négatif. C'est plus facile quand les gens disent que ça va très bien. Oui, et en même temps, soit c'est le côté négatif, oui c'est vrai, peut-être on n'est pas... on se dit qu'on n'est pas dimensionné pour recevoir ça, et en même temps ça peut être un prêt d'intention, parce qu'en fait les fois où par exemple on dit qu'on va pas bien, parfois on n'est pas écouté. Alors peut-être que nous, ici, on est peut-être dans un microcosme aussi particulier, mais on va avoir l'écoute. Après, je trouve aussi que c'est les moments où c'est là où les choses sont les plus vraies et les plus intéressantes dans les échanges. Maintenant, le comment ça va, si on apprenait tout simplement à, comme tu dis, à savoir ou à imaginer quoi répondre, et que c'est ok, et que c'est pas la fin du monde, et que en fait écouter c'est déjà une action. Et c'est vrai que ça, dans les formations, c'est là où on se disait tiens, la santé mentale, on n'a pas attendu parce qu'on le traite. Ok, on a la formation PSSM depuis plus d'un an, je ne sais plus exactement d'ailleurs. Ouais, à peu près. Ouais. Et mais en fait, on le traitait déjà avant, ne serait-ce que dans les formations managers, dans les formations même en civilité, de se dire mais en fait, il y a des outils que tout le monde a, avec lesquels on est plus ou moins à l'aise, ne serait-ce que l'écoute. En fait, on oublie que juste d'écouter quelqu'un, que ce soit nous dans nos accompagnements ou en formation, ou un collègue ou un coup d'âme, juste d'écouter, ça suffit. La personne est écoutée, elle est entendue, et elle repart, et elle est plus légère. Alors ok, toujours se poser la question, est-ce que nous, et d'ailleurs en tant que secouriste, on se pose, est-ce que nous on est capable d'entendre ça à un instant T? Mais en fait, on a déjà un outil, et c'est déjà super d'écouter ça. Donc, et c'est vrai que dans cette formation-là, on insiste beaucoup sur ça. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait aussi à vocation citoyenne, du coup. C'est que vraiment, et moi c'est ce que j'aime aussi dans l'approche qu'on a sur la santé mentale, c'est que on peut s'imaginer qu'il faut des grandes techniques, des diplômes de médecine, etc. pour écouter quelqu'un, ou simplement être face à quelqu'un qui a un trouble de la santé mentale. En réalité, c'est simple. Parfois, c'est prenant émotionnellement, mais c'est simple. Et puis, il y a des outils, en effet, comme l'écoute, où tu peux avoir un diplôme, pas de diplôme, peu importe ton parcours. De toute façon, voilà, pour moi, c'est une compétence, une capacité de l'être humain, quoi, au-delà du parcours professionnel. Donc, Ouais, tout à fait. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Il y a l'écoute, et puis après, il y a un autre sujet qui, moi, me tient à cœur, et comme on disait, on peut le faire de façon très simple, par cette écoute et par les mots. Parce qu'en fait, les mots, c'est le plus grand pouvoir. Parfois, je dis, en fait, vous avez tous un super pouvoir. On l'a tous super pouvoir, et ça dépend comment on l'utilise. Et parfois, quand on ne sait pas que c'est un super pouvoir, on l'utilise mal, ou parfois on se fait dépasser par son super pouvoir. C'est la sémantique, quoi, les mots. Et je trouve que la santé mentale en fait pas exception. Tu me disais quand on en avait parlé une fois que tu avais
des exemples aussi. Enfin, moi, je sais que en tant que soignante, j'ai pu stigmatiser, que ce soit sur la santé mentale ou santé physique. Le travail social aussi, hein, il y a beaucoup de représentations sur la santé mentale. Mais c'est vraiment par manque de connaissances, je pense. Et puis, du coup, par peur aussi. Quand tu connais pas, ça peut effrayer. Et oui, sur les mots, je t'avais partagé. Parfois, en fait, dans certains groupes, c'est difficile, par exemple, de pas dire la dépressive. Alors d'ailleurs, en plus, c'est rigolo parce que c'est souvent mis au féminin. Donc la dépressive, et en fait, vraiment, le premier travail sur la formation, c'est de leur dire, non, en fait, c'est une personne qui souffre de dépression. C'est plus long, mais ça a beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que c'est une personne sur 4 et que du coup, c'est peut-être la dépressive, c'est peut-être la personne qui est à côté de vous en formation, ou c'est peut-être la femme, la fille, la sœur de la personne que vous avez en face de vous. Et donc là, je trouve déjà ça permet vraiment de déstigmatiser et de se rendre compte que un simple mot, ça peut changer la donne. Et là, pour le coup, encore une fois, il n'y a pas besoin de technique particulière, de profession, de diplôme. Tout le monde peut le faire, quoi. Mais ça demande une vigilance parce que c'est pas forcément simple, hein. Moi, des fois, ça m'arrive aussi en formation de faire des raccourcis. C'est d'essayer, en tout cas. Ouais, c'est en cours. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pas un modèle de patience, je pense. et parfois de dire tiens, c'est une personne qui souffre d'un trouble psychique, c'est une personne qui souffre d'un trouble dépressif. Ça peut paraître long, et en même temps, si cette formulation permet, et c'est le cas, de déstigmatiser ou de désidentifier une personne à un trouble, j'achète. J'achète, et que c'est vrai, on va parler de quelqu'un qui... on parlait d'une maladie physique, quelqu'un qui peut souffrir d'un cancer. On va pas dire, tiens, c'est le cancéreux. Ouais, exactement. Voilà, je crois pas qu'on l'ait jamais dit, mais peut-être que nos aïeuls l'ont fait, ce raccourci-là, à un moment donné. Ouais, peut-être. Oui. Tu vois. Oui. Et ça veut dire que nos enfants, ce serait intéressant de savoir quel regard ils vont avoir sur nous quand on avait ce discours-là. Ouais. Oui, c'est que ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que ce qui est difficile, je trouve, sur les troubles psychiques, c'est que en fait, on ne dissocie pas. On ne dissocie pas le trouble de la personne. Et donc en fait, ton trouble, ça devient vite toi. Donc t'es la dépressive, la psychotique, tout ce que tu veux, la personne, l'anxieuse, on ne dit pas forcément ça, mais en tout cas, ton trouble vient te définir ce que t'as pas du tout sur la pathologie physique en fait. Exactement. Et donc c'est ça aussi qui est compliqué quand t'as ton trouble et que justement tu apprends à dissocier ton identité de ton trouble et à vivre avec ton trouble, ta maladie, bien, en fait, c'est difficile parce que les gens, ils font le raccourci, quoi. Exactement. Et tu dis anxieuse, si. Déjà, la subtilité, tu sais, entre une personne qui souffre d'anxiété et non, mais c'est normal, t'es anxieuse, c'est normal de stresser, t'es anxieuse. En fait, ça change tout. Je le vois, moi j'ai particulièrement un de mes enfants qui peut avoir de l'anxiété forte. J'utilise beaucoup cet outil-là parce que et ça change tout sur elle. Ça change tout. Oui. Et donc, c'est toujours le côté formidable des enfants qui nous font un miroir, de toute façon. C'est énorme sur l'anxiété. Et ça nous rejoint aussi sur le côté de la santé mentale. Comme tu disais au départ, ça te fait rire que ce soit une cause nationale. Parce qu'en fait, je pense que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que pour nous, ça a toujours existé, ça a toujours été là, en fait, que ce soit dans notre travail ou
ou dans nos échanges, parce que moi, par la santé, parce que la santé d'une personne m'interpelle, voilà, et que ce soit tout le temps. Enfin, de toute façon, je suis pas différente en pro ou en perso. Et toi, pareil, enfin, j'imagine, en tant qu'assistante sociale et même en dehors. Bah en fait, mais même dans nos relations sociales, familiales, amicales, je vois pas comment on peut mettre la santé mentale à côté de ta vie pro, ta santé physique, ta famille. Enfin, c'est... Pour moi, ça n'a jamais été dissocié, donc enfin, je, je vois pas comment on peut en faire un sujet à part. Oui. Surtout que la santé mentale, pour le coup, elle influence toutes les sphères de notre vie. Le professionnel, le social, la famille, ça va forcément venir impacter tout le reste. Donc presque c'est la base pour moi. Au-delà de... alors moi, mon métier, c'est assistante sociale. Toi, tu es plus sur la santé. Mais au-delà de la situation sociale de la personne, en fait, si tu t'intéresses pas à la santé mentale, alors ouais, bah, ou sinon tu fais guichet. Donc il y a tel dispositif, vous pouvez prétendre à ça, ça, ça. Et puis voilà, mais du coup, il y a pas le... Il n'y a pas la vraie rencontre, en fait, avec la personne, quoi. Oui, et puis c'est un levier... alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'en plus, c'est un levier hyper important. De deux, quand tu disais c'est pas quelque chose à part et que ça peut influencer, si je reprends tout basiquement mon exemple, j'en ai d'autres dans les accompagnements, mais si je me centre là pour le coup sur moi, je pense que, et c'est pas, je pense c'est un euphémisme, c'est que je sais que c'est ce qui est à l'origine de mon choix de travail. Mon trouble anxieux, le trouble anxieux, c'est ce qui m'a poussé à comprendre le corps physique, comment il fonctionnait, et c'est ce qui m'a poussé aussi à développer des techniques, d'abord pour moi, mais aussi en fait là-dedans, j'ai découvert du coup que c'était une force, que c'était un levier. Je pense c'est bien le trouble anxieux à un moment donné que je me suis dit ça va être quand même un petit peu limitant si je reste là-dedans. Et du coup, c'était important que je trouve des solutions. Ouais. Et grâce à cette souffrance, oui. À l'époque, j'aurais pas mis souffrance parce que je ne savais pas qu'on pouvait être différent. Mais en fait, c'est ce qui m'a permis, ce qui m'a donné la motivation pour trouver des solutions et pour comprendre pourquoi ça arrivait. Au-delà de trouver des solutions, pour comprendre un petit peu le fonctionnement du corps, le fonctionnement du mental et développer et mettre en pratique des techniques qui, au final, la finalité ne sert pas à lutter contre un trouble anxieux, bien au contraire, il sert, ces techniques m'ont permis d'utiliser mon potentiel au maximum. Et donc, accessoirement, oui, ce trouble-là, qu'il soit beaucoup plus derrière. Mais en fait, c'est pas la finalité. C'est que du coup, et sans ça, j'aurais jamais trouvé tout ça. Et du coup, si je me dis, si on l'utilise à d'autres personnes, c'est à d'autres troubles, tout ce qu'on pourrait trouver. En fait, c'est ce qui fait que moi, c'est ce que je trouve beau dans les parcours et les témoignages, par exemple, qu'on peut partager en vidéo sur la formation PSSM, c'est que on peut vite s'imaginer que le trouble psychique est une faiblesse, mais finalement, il t'apporte une force énorme parce que tu vas rencontrer des nouvelles techniques. Alors, il y a des moments de vulnérabilité, vraiment, dans ces parcours-là, mais au final, ce qu'il en ressort, c'est quand même que les gens, on en ressort vraiment avec une force, je trouve, parce que tu as découvert tout un tas d'outils, de techniques et que tu t'as appris aussi à te connaître, quoi. Et moi, c'est ce que je trouve beau dans les parcours. Voilà. Et les ressources, tu me parlais de... Ouais, la ressource,
le courage, parce et là encore une fois, si on revient à des maladies physiques graves, on se dit oh là là, il a traversé ça, wow, le courage, jamais j'aurais pu faire. Je crois pas qu'on se dise ça de quelqu'un qui souffre d'un trouble dépressif. Oui. Quelqu'un qui revient d'un cancer, voilà, on va dire bah oh là là, voilà, traverser la chimio, la radio, etc. Quelqu'un qui souffre d'un trouble psychotique ou d'un trouble dépressif, on va pas se dire bon bah super, tu vois, t'as surmonté ça. Je sais pas, c'est moins valorisé en fait. Ouais, voire pas. Voire pas. Alors que pour le coup, ça demande en effet beaucoup de courage, quoi. Et puis et de ressources, quoi. D'aller chercher des ressources qui vont servir la personne, ou même dans les cas d'épuisement pro, c'est des moments de vulnérabilité et dans les accompagnements, je vois bien que ces personnes-là, pour moi, elles sont augmentées. Elles sont augmentées de ce par quoi elles sont passées et elles se connaissent mieux. Et aujourd'hui, quelqu'un qui souffre d'un trouble psychique, il est quand même invité fortement à se connaître beaucoup, quoi. Parce qu'autour de lui, il y a personne qui va... il y a peu de personnes aujourd'hui qui connaissent et qui peuvent les aider, en fait. J'espère que ça va être de mieux en mieux, mais quand même, elles sont... on a beaucoup à prendre de leur parcours et il y a beaucoup de richesses à partager là-dessus, je pense. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est bien, on est d'accord. C'est super... c'était intéressant d'échanger avec toi. Merci, Caroline. Merci à toi, Linda. Et puis à bientôt, alors. À bientôt.